Bonjour et merci aux organisateurs pour cette invitation et surtout pour cette idée d'agglomérer un sujet aussi passionnant qui est la motricité oculaire et qui touche à tellement de domaines. J'ai eu la chance de passer toute ma carrière au CNRS consacrée sur les mouvements oculaires qui sont tellement importants pour tellement de choses. Pour la vision, évidemment, mais aussi pour l'attention et la cognition, les apprentissages, pour le contrôle postural, le contrôle de chaque geste, pour la communication et le regard social. J'ai pu comme ça étudier au cours de ma carrière au CNRS le développement, le vieillissement, les bases neurales des mouvements oculaires, beaucoup de pathologies, les anormalités des mouvements oculaires chez différents patients, et y compris faire des études dans les musées avec les mouvements oculaires. Donc c'est un domaine absolument passionnant pour la science et j'invite les jeunes qui sont présents de s'intéresser à ce domaine. Alors aujourd'hui, je ne peux pas vous présenter tout ça, je vais me focaliser sur un sujet qui est celui-là des mouvements des yeux et les apprentissages scolaires. Les troubles des apprentissages scolaires, qui est un sujet en fait avec lequel j'ai commencé ma carrière, ma thèse de 3e cycle, et j'ai fini ma carrière. Je vais aussi faire mention pendant ma présentation des innovations technologiques, Remobi Ideal, que nous avons créées et nous commercialisons actuellement avec une start-up qui s'appelle un spin-off du CNRS qui s'appelle Orasis. Mais je vais surtout me concentrer d'abord sur la recherche. Pour moi, la motricité oculaire, c'est cet ensemble-là que vous voyez. On parle beaucoup de saccades, mais il n'y a pas que la saccade. Donc, nous sommes tous dotés d'un répertoire de mouvements différents, des saccades bien sûr, mais d'émergences aussi, qui sont très importants pour converger, diverger, en fonction de la profondeur à laquelle nous visons, les poursuites oculaires, les mouvements réflexes, quand on bouge la tête ou le corps, qui sont les nystagmus optokinétiques ou vestibulo-oculaires, et la fixation, qui au fond, elle-même, c'est du mouvement encore. Tous les jours, nous produisons des quantités de ces mouvements, peut-être 150 000 mouvements et plus. Alors, grâce à des décennies de recherches de toutes sortes, chez les patients, électrophysiologie, imagerie cérébrale, nous avons pu identifier la base neurale de chacun de ces mouvements. Et donc, grossièrement, pour tous les mouvements volontaires, que ce soit la saccade, la poursuite, l'avergence, il y a un réseau cérébral, visuel, paritofrontal, qui est le même, qui va se charger de la programmation des mouvements oculaires. En revanche, au niveau de la commande motrice elle-même qu'on va envoyer aux muscles extraoculaires pour faire bouger l'œil, il y a une modularité, c'est-à-dire il y a des neurones et des régions spécifiques dans les troncs cérébrales pour programmer une saccade à droite, une saccade à haut, une convergence des yeux ou une divergence des yeux. Donc, il y a une modularité, ce qui fait que chercheurs et cliniciens, nous faisons souvent l'erreur de nous poser trop sur cette modularité et séparer les choses. Or, il y a beaucoup d'interactivité dans notre comportement physiologique. Et en particulier, il y a un système oculomoteur qui va interagir avec tous les autres, qui est celui-là de l'avergence. L'avergence, ça nous sert de converger les yeux pour voir près ou de diverger pour voir de loin. Donc, quoi que nous fassions, y compris pendant la lecture, l'avergence rentre dedans. Donc, tout mouvement oculaire, saccade, poursuite, vestibulo-oculaire, tout ça va interagir avec l'avergence, y compris la posture. Et ça, c'est important. Par exemple, rien que observer un enfant avec des troubles qui essaye de lire. C'est une aberration pour moi, en regardant ça, d'entendre dire que la lecture, c'est une affaire de saccade. Non, vous l'avez vu, c'est un travail physiologiquement très complexe. L'enfant doit coordonner ses saccades de deux yeux, de droite à gauche, de gauche en bas,
pour changer la ligne. Il doit coordonner les yeux avec la tête et le corps à part entière. Donc, c'est bien plus complexe et il ne faut pas simplifier parce qu'on passe à côté des choses. Justement, les premières recherches que nous avons faites développementales, comment les saccades de l'enfant se développent, il y a déjà 15 ans, on a pu démontrer que l'enfant à 5 ans, il n'est pas capable de faire des saccades égales aux deux yeux. Là, il y a une saccade, vous voyez, il y a une asymétrie. Or, pendant la lecture, on a besoin de faire la même saccade aux deux yeux pour pointer la même lettre. Donc, comment ça s'est fait? Monsieur-là, qui s'appelle Herring, c'est un physiologiste fondateur qui a dit que le cerveau envoie la même commande aux deux yeux pour que ça bouge comme un seul organe. Donc, on voit que sa loi, elle est vraie, mais elle est relative. Il reste une erreur importante qu'on appelle dysconjugaison et que finalement, avec la maturation et le développement de l'enfant, ça s'améliore. Vous voyez ici, à 7 ou 8 ans, cette dysconjugaison décroît, mais seulement pour les saccades en vision lointaine. En vision proche, c'est-à-dire à 40 cm, ces problèmes de discoordination de la saccade aux deux yeux persistent jusqu'à l'âge de 10-11 ans. Donc, c'est M. Helmholtz qui avait raison, en partie aussi, c'est-à-dire que pour faire des mouvements symétriques parfaitement aux deux yeux, il faut qu'il y ait de l'apprentissage et que ce n'est pas seulement la base neuroanatomique innée. Et c'est quoi cet apprentissage en fait? Selon notre hypothèse, cet apprentissage pour faire des saccades égales, ça passe par un apprentissage neurophysiologique qui consiste à apprendre à combiner deux commandes en même temps, la saccade oculaire et une vergence accélérée et rapide qui va se réaliser pendant la saccade. Pourquoi? Parce que la vergence, elle est lente. Elle fait bouger les yeux dans des directions opposées. Donc, si le cerveau de l'enfant parvient à créer une vergence accélérée, cette vergence va augmenter la saccade d'un œil, va diminuer de l'autre œil, et comme ça va finir par égaliser. Donc, vous voyez, le beau fonctionnement se base sur une interactivité, une combinaison de plusieurs commandes physiologiques en même temps. Et donc, il faut comprendre que quand l'enfant commence à apprendre à lire, son système il n'est pas prêt, il va être lent parce que son cerveau a besoin du temps pour programmer ses saccades, parce que ses yeux ne sont pas bien coordonnés, mais petit à petit, il apprend. Donc, il y a des apprentissages parallèles entre la lecture et les neurophysiologiques moteurs binoculaires. Maintenant, la plupart des enfants se débrouillent bien, mais il y a quand même 8 à 10% des enfants aujourd'hui à chaque classe qui présentent ce qu'on appelle la dyslexie. Alors, il y a plusieurs types de dyslexie. La cause exacte, elle est débattue. Il y a plusieurs mécanismes hypothétiques. Et donc, qu'est-ce qu'on sait sur la motricité binoculaire de ces enfants? Ce sont des études que nous avons menées dans les établissements scolaires qui accueillent des enfants dyslexiques qui sont diagnostiqués dans des centres pluridisciplinaires. Ça date déjà de 15 années, ces choses-là. Et on a démontré déjà que chez les 10 de 13 ans, on voit encore ces problèmes de discoordination persister. Et quelle que soit la chose qu'ils font, même indépendamment de la lecture, quand ils regardent un tableau, une image, il reste cette discoordination qui persiste. Donc, l'enfant 10, il a du mal à apprendre cette chose-là. Et j'appelle cette discoordination microdyspraxie, c'est-à-dire un petit problème de discoordination. Pourquoi il n'apprend pas? Peut-être parce que son système neurovisuel il a une petite différence ou son cervelet, mais je suis persuadée qu'avec une stimulation, un programme de rééducation spécifique, ça peut s'arranger, comme je vous le montrerai tout à l'heure. En dehors des enfants 10, aujourd'hui, nous avons peut-être 30% des enfants qui ont un problème similaire de cette microdyspraxie. Et là, c'est très fréquent. Les mêmes symptômes peuvent avoir des origines différentes. Et c'est très fréquent aujourd'hui, ces problèmes, et en partie, c'est lié à un usage excessif des écrans.
On a besoin de l'enfant pour que son système visuomoteur binoculaire se développe correctement. Il faut que son regard puisse traverser des kilomètres. Or, figé même pendant quelques heures devant un écran, ça impacte le développement normal de l'enfant. Nous avons déjà que même chez l'adulte, si vous mesurez la qualité de la coordination binoculaire avant et après 2 heures de travail sur écran, vous pouviez quantifier une détérioration. Donc, vous allez me dire, mais OK, il y a ces petits problèmes de dyspraxie, de discoordination, mais quel est l'impact sur la lecture? Je ne vais pas vous détailler toutes les recherches, mais on a fait plusieurs recherches pour démontrer que ces problèmes de discoordination, ces problèmes de divergence et de l'accommodation, c'est très délétère et ça interfère avec la concentration, l'attention et la cognition. Nous avons justement utilisé ce test qu'on appelle, qui est très connu en neurologie, le test de Stroop, où on doit lire, nommer les couleurs, et là, il faut inhiber la lecture et nommer la couleur de l'encre des mots. Et donc, c'est cette inhibition qui nous fait retarder énormément, et ça nous donne l'information sur la qualité de l'attention sélective et de l'inhibition, qui c'est une composante principale des fonctions cognitives exécutives. Alors, il s'avère que les gens qui ont des troubles de divergence, accommodation, ils ont des scores mauvais sur ça. Et même quand on prend des personnes qui, physiologiquement, ils n'ont pas de problèmes de divergence, accommodation, mais artificiellement, on crée des problèmes de divergence, accommodation avec des prismes, on va avoir des scores dans les tests de Stroop qui se détériorent. Donc, vous voyez, pour nous, il n'y a pas de doute. Et quand on rééduque les problèmes de divergence, et accommodation, on a des améliorations. Donc, comment ça agit, ces problèmes, sur la lecture et la... C'est très simple. Si on voit, si les mouvements ne sont pas bien, on voit flou ou double. Donc, du coup, les réseaux cérébrales visuels parétofrontal, ça va s'activer pour résoudre ces problèmes. Mais c'est le même réseau qui fait le cognitif et la lecture. Donc, il y a un travail, il y a un conflit de ressources. Et vous pouvez comprendre que plus l'enfant est jeune, plus ce conflit est dramatique. Donc, du coup, on a évolué nos technologies pour essayer d'automatiser le maximum possible l'examen et l'analyse de ces mouvements oculaires pour que ça puisse sortir du laboratoire, que ça puisse se faire utiliser par les cliniciens. Alors, les dernières études qui sont plus récentes que nous avons menées, c'était pour les adolescents dyslexiques plus âgés, à 16 ans. Et donc, on a testé des dyslexiques et non dyslexiques. C'est intéressant de savoir que dans l'établissement scolaire, toujours, 71% des dyslexiques ont fait de l'orthopsie parce qu'il y avait un stress visuel, mais que ce stress visuel continue encore. Et en partie, ça peut être aussi lié au fait qu'on donne beaucoup, on recommande l'usage des écrans pour aider ces enfants. Et là, il y a un effet négatif quand même de l'écran. Donc, il faut réfléchir. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec ces protocoles nouveaux qu'on a développés? D'abord, on examine le regard de l'enfant pendant la lecture. Et vous voyez ici, c'est très simple, les parcours des 2 yeux, la moyenne des 2 yeux, de gauche à droite, pendant une ligne de lecture d'une ligne de texte. On voit que la saccade est rapide, la fixation est stable, c'est magnifique, c'est un normolecteur. Le tracé orange, c'est l'avergence, qu'il faut qu'elle reste stable, parce que si on regarde, si les yeux divergent ou convergent trop, on verra flou. Et là, c'est relativement stable. En revanche, là, vous voyez que les choses sont très différentes pour les enfants 10. Vous voyez ici les saccades. Il y a plein de retours, la fixation est très instable, et puis il y a des lâchers divergence, deux lâchers divergence où les yeux s'écartent complètement. Et ça, c'est des ados de 15-16 ans. Donc, il y a vraiment un problème oculomoteur qui est là. Mais est-ce que c'est la cause ou l'origine? Est-ce que les yeux disjonctent parce qu'ils ne comprennent pas, est-ce qu'ils lisent, ou bien parce qu'il y a un problème oculomoteur? Il faut donc aller analyser et tester la physiologie de base de la saccade et de l'avergence. Donc, c'est pour ça qu'on a créé une tablette qui s'appelle Remobi, visuel acoustique, qui nous permet de tester des saccades gauche-droite et aussi l'avergence.
Et vous voyez ici les saccades, donc on voit physiologiquement, ça c'est des saccades normales, rapides, etc. Et on peut voir même graphiquement qu'il y a certaines anormalités chez les 10, mais c'est surtout la coordination binoculaire qui est défectueuse. Mais là où il y a beaucoup plus de problèmes, c'est au niveau de la vergence. Quand on fait ces tests, on part d'ici, on converge, et ça devrait nous donner un tracé comme ça. On part d'ici, on diverge, et ça devrait nous donner un tracé comme ça. Et vous voyez ce qu'ils font les 10, très ralentis, très variables. Donc, leur capacité à positionner le regard dans l'espace, elle est lente, imprécise et non endurante. Et donc, on peut rééduquer ces problèmes avec une méthode qui est basée sur la recherche, qui a été inventée en 1967, qui s'appelle le paradigme de double saut, où on envoie une cible, et avant que le mouvement des yeux finisse vers cette cible, on la déplace encore plus proche pour créer un challenge pour le cerveau, et comme ça, le cerveau apprend à recalibrer, à accélérer et amplifier la commande initiale. C'est un paradigme plein de recherches, 3000 articles sur ces choses-là. La seule chose, c'est que la recherche l'avait appliqué aux saccades, alors que les saccades, ils n'ont pas de problème. Dans la clinique, il faut appliquer ça pour la vergence, et c'est ce qu'on a fait. Et donc, on voit que dans l'intervention qu'on a faite dans les établissements scolaires, on a pu faire que 2 séances d'entraînement seulement de 15 minutes, parce que les enfants partaient en vacances. Et on voit déjà que après seulement 2 séances, on peut avoir des améliorations substantielles. Et même statistiquement, on voit une amélioration pour les groupes de la convergence qui s'accélère, qui s'amplifie, et qui se traduit par une accélération de la vitesse de la lecture. Donc, il y a un potentiel de rééducation efficace et qu'il faut utiliser. Des études encore plus récentes, on compare les anormalités oculomotrices des dyslexiques quand ils utilisent un texte qui n'a pas de sens, que les orthophonistes utilisent sous la mousse ou sous les toits, que c'est juste un décodage mot à mot, il n'y a pas de sens. Et là, un texte issu d'un roman qui est très engageant émotionnellement. Alors, les dyslexiques, quand ils lisent les textes qui n'ont pas de sens, ils ont beaucoup plus des anormalités oculomotrices. Donc, l'effet de ne pas avoir le sens, ça détériore, ça fait exacerber leurs difficultés oculomotrices. Donc, l'idée, c'est que quand on a un système qui est physiologiquement fragile à la base, quand on s'affronte à une difficulté linguistique en langage, eh bien, ça fait exacerber encore plus les choses. Donc, nous avons passé aussi à l'intelligence artificielle de façon critique. Et donc, nous avons mis tous ces paramètres anormaux des mouvements oculaires qu'on mesure dans les algorithmes de machine learning pour voir si, sur la base de ces anormalités oculomotrices, on peut prédire si l'enfant est dyslexique ou pas dyslexique. Et la réponse, c'est oui. On arrive avec une sensitivité de détecter les dyslexiques à peu près à 83%, qui est le même taux que les tests des orthophonistes avec les tests que j'ai mentionnés tout à l'heure. On peut même prédire la vitesse de la lecture de l'enfant. C'est pour dire que la motricité, les anormalités de la motricité binoculaire, c'est partie constitutive de la lecture. Alors, donc, les messages qu'il faut retenir, que nous avons là un protocole basé sur la recherche qui nous permet de faire un diagnostic différentiel, identifier s'il y a un problème oculomoteur et identifier si c'est un problème d'origine ou simplement linguistique. Et en plus, nous avons un moyen pour rééduquer ces problèmes. Pour certains enfants, rééduquer ces problèmes de l'oculomotricité binoculaire, ça peut résoudre les problèmes complètement, pour certains. Je voudrais aussi mentionner que ces protocoles, ce n'est pas fait uniquement pour les dyslexiques. Il y a plein d'autres populations auxquelles ça peut être utilisé. C'est un outil de l'évaluation neurofonctionnelle dans le cas des problèmes neurologiques, des AVC, des commotions, dans le cas des troubles visuels, y compris des déficits visuels, la vision basse, etc. Donc, c'est une technologie destinée aux cliniciens et grâce au CNRS, nous avons pu créer
la petite entreprise qui commercialise ça. Donc ça, c'est la tablette qui est assise sur un grand vérin pour tester la personne assise ou debout. Il faut tenir en compte le corps aussi. Voici les eye trackers. Et donc, les analyses sont faites automatiquement pour les cliniciens. Là, je ne peux pas vous montrer tout, mais vous pouvez déjà voir comment un clinicien peut l'utiliser pour tester la lecture. Je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à gros doudou. Je jouais, je regardais la Maintenant, je ne peux pas l'arrêter. Je dessinais et j'inventais des milliards d'aventures à gros doudou. Vous voyez, et donc on fait les tests et immédiatement après, les cliniciens peuvent avoir les tracés et on peut savoir si c'est normal ou anormal, la vergence, la saccade, la lecture, on a les tracés et puis on passe à la rééducation avec ces programmes et on voit des améliorations immédiatement très parlantes. Alors, la technologie est maintenant au marché. Il y a pas mal des orthoptistes et des centres neurologiques qui l'utilisent et il y a vraiment beaucoup de satisfaction, et surtout pour les patients, pour aider ces enfants. Alors, pour finir, je vais revenir à une petite recherche, toujours sur les dyslexiques, qui concerne l'illusion du mouvement avec les tableaux de peinture. Et donc, nous avons utilisé des tableaux de peinture de Bridget Riley qui créent l'illusion du mouvement. Voilà. Et pourquoi on a utilisé ça? Parce qu'il y a une controverse dans la recherche. Certains disent que les dyslexiques, ils n'ont pas une bonne perception des mouvements visuels. Et donc, certains d'entre vous peuvent percevoir qu'il y a quand même une illusion de mouvement assez forte là. On a aussi utilisé ça. Et on a utilisé ça. Et ça, je pense que beaucoup d'entre vous sentiront les mouvements. Et on a enregistré les mouvements des yeux et des non-dyslexiques. Et donc, on avait deux hypothèses. Si les dyslexiques, ils n'ont pas une bonne perception du mouvement, ils ne vont pas sentir cette illusion s'ils n'ont pas au niveau sensoriel. Ils vont être moins beaux que les non-dyslexiques. Mais il y a une autre hypothèse qui dit que l'illusion du mouvement qu'on a quand on regarde ces images, elle s'intensifie à cause de nos propres mouvements oculaires. Et donc, comme les dyslexiques, ils ont un regard instable, peut-être qu'ils vont être encore meilleurs quand ils regardent ces images. Et en effet, vous voyez quelques exemples, là, les patterns de mouvement des yeux de quelqu'un qui dit que ça me fait mal aux yeux et il n'a pas senti déstabilisé. Quelqu'un d'autre, quand il regarde ici, qui dit « Waouh, c'est trop cool !» et j'aime beaucoup et je me sens déstabilisé par cette chose. Encore une autre personne ici qui dit que c'est comme des vagues et qu'il a senti, qu'il a beaucoup aimé, qu'il a senti les mouvements. Et donc, quand on analyse les mouvements des yeux, on voit en effet que chez les dyslexiques, qui sont les bleus là, les mouvements des yeux sont plus lents et qu'ils sont plus disconjugués. Et donc, il y a plus d'instabilité, il y a plus d'erreurs de divergence, mais ça n'empêche qu'au niveau subjectif, ils sont plus sensibles puisqu'ils sentent plus les mouvements, au moins pour ces deux tableaux que les autres. Donc, du coup, il y a une corrélation. Plus on se sent déstabilisé, plus on aime ce qu'on regarde. Donc, le message ici, c'est que cet handicap des yeux instables de l'enfant dyslexique, ça peut s'avérer être un privilège pour l'exposition aux œuvres d'art et leur sensibilité leur sensibilité esthétique. Et ça va ensemble, ça, avec d'autres études que nous avons menées nous-mêmes et d'autres aussi sur la créativité des enfants dyslexiques, parce qu'il y a des recherches qui montrent qu'en effet, il y a plus de créativité chez ces enfants-là. Et il y a un test qui s'appelle le Torrance Test que nous avons fait nous-mêmes, où on demande à l'enfant de faire un dessin
Et vous voyez la diversité et l'originalité. Et je vous laisse deviner qui est le dyslexique et qui est le non dyslexique autour de ces dessins ou bien autour de ces dessins-là. Qui dit ça, c'est qui les dyslexiques? Lesquels trouvez-vous plus original et créatif? Celui-là de droite ou celui-là de gauche? Droite, ok, voilà. Voilà, je vais finir avec ça. Donc, le message, c'est que la motricité binoculaire, c'est extraordinaire. Et voilà, pour ceux qui sont intéressés par la recherche, il faut vraiment travailler dans ce domaine. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Moi, j'ai une question par rapport à la créativité des dyslexiques. Est-ce que c'est vraiment lié à leur mouvement des yeux ou c'est simplement parce qu'ils ont tellement dû trouver des stratégies compensatoires pour arriver à s'en sortir que du coup, ils développent d'autres réseaux nerveux et d'autres stratégies pour arriver à s'en sortir? Alors, c'est une très bonne question. Il y a un débat autour de ça. Il y a certains, en effet, qui disent que c'est une stratégie compensatoire et qu'on devient plus créatif parce qu'on doit se battre. Et donc, mais il y a des recherches qui montrent que même les jeunes enfants dyslexiques sont plus créatifs. Et puis surtout, il faut voir ça au niveau neurophysiologique aussi. Il y a une complémentarité dans le cerveau. Donc, s'il y a certaines choses qui sont atrophiées d'un côté, il y a une compensation de l'autre côté. Par exemple, les dyslexiques, ils sont meilleurs pour percevoir les images bistables ou les images pour extraire l'image du fond. Donc, et ça peut s'expliquer aussi de façon neurophysiologique. Ce n'est pas que la compensation, je crois. Juste rapidement, vous avez parlé de groupes d'adolescents d'une moyenne d'âge de 16 ans. Est-ce que plus tard, jeunes adultes, par exemple, on peut encore tenter des rééducations possibles? Très bonne question aussi. Alors, cette rééducation dont je parle, c'est quelque chose de tellement basique dans notre système nerveux central. C'est de la rééducation oculomotrice basique et ça existe tout au long de la vie. Il y a une belle revue de neurologues, ça peut aller jusqu'à 100 ans, et même en présence de maladies neurologiques comme la maladie de Parkinson, ce potentiel, on l'a toujours. Parce que justement, c'est du moteur, c'est du basique. Et par rapport aux écrans, il y a peut-être quand même des périodes critiques où il faut vraiment éviter de mettre les enfants devant l'écran, ou pas? Bon, évidemment, oui. Donc, là, je ne suis pas la seule à le dire, mais j'ai pris un peu le temps avec une stagiaire pour mesurer l'impact. En effet, c'est catastrophique parce qu'on fige notre système dans une distance alors que notre système est fait pour traverser les espaces. Et c'est ça qui les calibre, c'est ça qui les fait s'améliorer, les guider. Du coup, est-ce que d'avoir un écran, par exemple, de portable à proximité et un écran déporté derrière, ça peut améliorer la situation un petit peu? Je pense que c'est tricher un peu. Moi, c'est ce que je fais. Hein. J'ai mes deux écrans et donc j'arrête pas de changer ma vergence et j'essaye de regarder au loin. Mais le truc, c'est qu'on va rester focalisé quand même. Alors que notre système physiologique, nous sommes des prédateurs, on doit vraiment traverser des espaces les plutôt... Personne ne peut le faire, nous sommes tous... Donc prendre des temps de pause et aller faire du sport, et aller regarder au loin. Voilà. Ouais. Très bien. S'il n'y a plus de questions, on va passer à la prochaine présentation. Bravo, c'était très intéressant.